Nicolas Farc, bonjour. Bonjour Philippe Vallée. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Au pays du petit, donc aux éditions POL. C'est un livre qui est à la fois un roman, un essai et puis un coup de gueule. Donc, Oui. expliquez-nous un petit peu ce que vous avez voulu faire, parce que c'est un livre atypique parmi tous ceux que vous avez publiés jusqu'ici. Oui, c'est assez bien défini, un coup de gueule. Comme vous disiez, mi-roman, mi-coup de gueule, mi-essai. Voilà, ça fait 3 demi. Moi, ça me va très bien. Oui, différent dans le ton, parce que beaucoup plus violent. C'est un livre violent, il faut pas hésiter à le dire, voire volontiers caricatural. Je m'inscris à ce titre tout à fait avec grand plaisir dans une lignée de caricaturistes du type Reiser dans les années 80, qui caricaturait beaucoup la France, mais avec une forme de tendresse, mine de rien. De quoi je parle à l'intérieur de ce livre? Eh bien, d'un sociologue qui se trouve avoir mi-quarantaine et qui va passer son temps finalement à Mais il faut dire qu'il publie un livre publier un livre qui s'appelle Au pays du petit. et qui s'appelle précisément Pays du Petit. Donc Comme voilà, ça, le titre, une c'est mise en Au pays abîme. du petit. Au pays du petit, hein, pas du petit, hein, du petit. Pourquoi du petit d'ailleurs? Parce que on passe notre temps en France à parler du petit, un petit café, un petit week-end, une petite balade, un petit câlin. Hein, enfin bref, tout est petit en France. Bon, je ferme la parenthèse. Ce sociologue donc va s'attacher à dénigrer la France de rencontre en conférence, voilà, sans se rendre compte que finalement cette France qu'il s'attache tant à dénigrer, lui ressemble beaucoup à lui. Ça se vérifiera notamment dans son rapport avec les femmes. Il est odieux, tout simplement. J'aime dépeindre des personnages absolument odieux. C'est ma façon à moi d'inciter les gens à être un petit peu meilleurs que le héros que je leur propose. Alors, la France que vous décrivez, c'est une France que je dirais que j'aime pas, quoi. C'est une France. Alors peut-être que je suis cette France-là, mais en tout cas, c'est pas une France que j'aime. C'est la France de quoi dont il est question? C'est cette France qui est censée être la douce France, mais où on est les plus gros consommateurs d'antidépresseurs au monde. C'est cette France qui est la première puissance touristique mondiale, mais où, selon tous les sondages qu'on nous livre, est celui où on le reçoit le plus mal, les dits touristes. Cette France où l'on aime peut-être pas tant que ça travailler, puisque vous connaissez un autre pays, Philippe, où l'on dit bon courage à quelqu'un avant d'aller travailler, ou à qui, en début de semaine, on dit est-ce que ça va? Comme un lundi. C'est quand même étonnant, alors que le travail est quand même censé être aussi un lieu d'épanouissement. Alors, je ne sais pas, vous avez, et vous continuez d'ailleurs à beaucoup voyager parce qu'en réalité, vous vivez peu en France. Alors, c'est peut-être ce qui vous donne d'ailleurs l'avantage de ce recul, parce que vous êtes sans arrêt, vous travaillez vous avez différentes missions qui font que vous passez des années, des mois à l'extérieur de notre pays. Oui, c'est Est-ce vrai. que ça vous permet de dire, par exemple, ça se passe pas comme ça, je sais pas, je sais que vous avez passé des années à Madagascar, qui n'est pas un pays qui a été gâté, qui a été peut-être gâté dans son sous-sol ou par sa nature, mais qui au jour d'aujourd'hui n'est pas un pays gâté, c'est un pays pauvre, un des pays les plus pauvres du monde. C'est vrai. Je vis en France par intermittence, alors et effectivement, j'aime m'installer ailleurs provisoirement. Là, je reviens de 3 ans au Cameroun, par exemple. Alors évidemment, si l'on se met à comparer en termes d'infrastructures financées par un État, il n'y a pas photo, la France est bien plus gâtée et à bien des égards. En revanche, s'il s'agit de voir, vous savez, on ne râle pas au Cameroun comme on râle en France. Je vous parle du Cameroun, mais on pourrait tout aussi Vous bien pourriez parler dire de la l'Italie. même chose de Madagascar. Madagascar, oui aussi. Alors, ce sont des pays effectivement qui sont bien démunis à bien des égards, mais où, sur le plan humain, il reste quand même une compensation à tout ça qui est très nourrissante. Pourquoi est-ce qu'un pays aussi riche que le nôtre, aussi chanceux, aussi gâté que le nôtre, se permet à ce point de râler et de croire qu'il est bon de râler et de croire que ça nous donne tellement de charme d'être perçus comme des râleurs à l'étranger? Donc, c'est toutes ces petites questions-là que j'exagère au sein de ce livre. Je l'aborde par le petit bout de la lorgnette, cette question de la France. Mais je pense que sous la critique, sous le French bashing, pour utiliser un mot à la mode, je pense quand même réveiller, enfin, tout au moins pointer certaines vérités sur notre caractère un petit peu d'éternel insatisfait
et d'éternels déresponsabilisés. On a un Mais, État très fort en France qui parfois se retourne contre nous à son insu. mais est-ce qu'on n'a pas toujours été comme ça? Je veux dire, est-ce que le français, c'est pas, après tout, finalement un bon gars, mais qui est un râleur? Bah, c'est ça, c'est sa nature, si vous voulez. Comme d'autres, pourraient être particulièrement joyeux, mais finalement accepteraient C'est plus qu'un certaines conditions plus difficiles. Mais bon, bah, c'est comme ça. Il est comme ça, le français. c'est plus qu'un râleur. Il y a un adjectif qui revient beaucoup à notre sujet, c'est le mot arrogant. Arrogant. C'est plus que râleur. Râleur, effectivement, on peut être un bon gars, râler, et puis au bout du bout, bah, on prend un verre ensemble et tout va bien. Être arrogant, c'est imaginer que bah, on est dans un pays qui a à peu près tout inventé, qui est bien mieux que les autres et qui n'a pas tellement de raisons de se remettre en question. Moi, c'est plutôt ça Bah, elle a aussi que... des raisons. Alors peut-être pas d'être arrogant, mais en tout cas de dire bon voilà, j'ai un passé qui permet Oui. de dire que j'ai fait un certain nombre de choses tout à fait remarquables Vous l'avez dit, Philippe. pour l'humanité tout entière. Vous l'avez dit, Philippe, vous l'avez dit, on a un passé, mais est-ce qu'il faut passer sa vie à regarder dans le rétroviseur? C'est ça le problème aussi. On a un pays qui certes a une histoire remarquable, on a un pays qui certes a une culture qui est allée au-delà de nos frontières. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait de tout ce passé finalement qui nous aveugle, qui nous étouffe, dans lequel finalement duquel on n'arrive pas à sortir pour essayer de s'inscrire dans une modernité à tous les niveaux. Cette fameuse exception française qui a fait notre fierté pendant si longtemps, aujourd'hui, elle est un petit peu maintenue à bout de bras par les pouvoirs publics, euh, parfois pas forcément à bon escient. Beaucoup d'argent est perdu parfois dans des opérations qui finalement n'en rapportent pas, qui font... Regardez le réseau culturel français à l'étranger, qui était un outil magnifique. On est le seul pays au monde à avoir 1000 alliances françaises, c'est-à-dire 1000 centres où l'on apprend le français dans le monde, à avoir des instituts culturels français. Aujourd'hui, on les ferme à tour de bras, tous ces... parce qu'il y a eu une façon peut-être de présenter notre culture qui ne s'est pas avérée aussi efficace qu'elle aurait dû l'être. Et pourquoi est-ce qu'on dit que la France est aujourd'hui... Alors je ne veux pas céder à cette tentation décliniste qui est très à la mode aujourd'hui, mais malgré tout, la France n'est plus ce qu'elle était, pour dire les choses simplement. Bah oui, mais peut-être qu'un autre phénomène est que l'anglais aujourd'hui est devenu une langue qui est plus importante que le français l'a été au 18e, 19e Oui, ou 20e, bien sûr. pendant tout le 20e siècle. Mais vous parlez du français en tant que langue. Vous savez qu'on a un énorme, un vrai pari sur le français, enfin une ressource considérable qui est l'Afrique, par exemple. Le plus grand nombre de locuteurs français, c'est en Afrique qu'ils se trouveront, en tout cas à l'avenir. Et on a une carte à jouer, notamment sur la francophonie. Qui en France est aujourd'hui intéressé par la francophonie? C'est un mot qui souvent sonne ringard, qui nous alors que c'est notre avenir tout au moins sur le plan de la langue. Et là-dessus, je trouve qu'il est bien dommage qu'on ne s'ouvre pas davantage, avec un peu moins de paternalisme, à tous les pays qui parlent français. Lorsqu'on parle des Canadiens, on se moque de leur accent. Lorsqu'on parle des Belges, on raconte des histoires belges. Lorsqu'on parle des Africains, on dit que économiquement, ils ne sont pas suffisamment avancés, donc ce ne sont pas des interlocuteurs valables. On passe notre temps à regarder les autres francophones de haut, alors que c'est précisément nos alliés de demain les plus sûrs. Et je suis sûr qu'on serait d'accord sur une chose qui serait la suivante, c'est de dire que un très très grand nombre d'Africains ont une langue française qui est absolument parfaite. La dictée de pivot, je crois que ça a été souvent dans les pays d'outre-mer, comme on dit, dans les pays africains francophones qu'on les a trouvés, hein, les lauréats de cette dictée. Mais je ne parle pas seulement de ça, je parle aussi sur le plan... On a beaucoup de choses à apprendre de tout ce qui constitue ce terreau multiculturel français. Moi, j'y crois profondément. C'est pas de l'angélisme, c'est pas un gauchisme échevelé et naïf. Je le crois très sincèrement. Alors, il y a des pays qui... Oui, dites-moi. Non, simplement, vous vouliez peut-être terminer, mais je voulais vous dire, jeune écrivain et en même temps jeune voyageur et en même temps vous parcourez le monde. Alors, et est-ce que ce que vous nous dites, c'est sortez de la France et regardez ce qui se passe à l'extérieur? Parfois, sortir de la France, c'est de regarder en France aussi. Il
y a beaucoup de culture dans notre pays. Beaucoup de culture, y compris, regardez ce qu'a dit Nadine Morano, la France est un pays de race blanche, alors peut-être à l'origine oui, mais aujourd'hui, il suffit de prendre le métro dans n'importe quelle grande ville française, ou même de se balader dans des villes moyennes, voir des petites villes, voir des villages, pour se rendre compte que la population française, elle a bien changé en 50 ans. Et tous ces gens, ils ont certes le français en commun, mais ils n'ont pas forcément le même humour. Ils n'ont pas forcément les mêmes références musicales, ils ne mangent pas forcément la même chose, ils ont peut-être une autre conception de nos problèmes à nous que ce que nous on a. Regardez l'Assemblée nationale, vous voyez beaucoup de gens qui représentent justement cette diversité. Moi je trouve qu'il est important, enfin, voyager ça coûte de l'argent, on n'en a pas tous. En revanche, regarder son voisin qui n'a pas forcément la même origine que la nôtre, ça peut être intéressant. Donc vous demandez aux Français peut-être de changer, en tout cas. De sortir de leur certitude. Voilà. De sortir de leur certitude qui ne nous mène pas droit dans le mur, parce qu'on n'ira jamais complètement droit dans le mur, mais qui nous rabougrissent, qui nous font rentrer dans une petite souricière. On mérite mieux. Pas d'être petit. Petit. Merci beaucoup Nicolas Fargue. Donc vous publiez Au pays du petit, donc aux éditions POL, un livre très 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 remarqué pour cette rentrée littéraire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe.